Bonsoir, c'est un tabou français que nous allons aborder ce soir, une zone d'ombre de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de ces Français qui ont choisi de servir directement Adolf Hitler. On ne le sait pas forcément, mais plus de 30 000 de nos compatriotes ont combattu pour le Troisième Reich. Ils se sont engagés dans l'armée allemande, dans la SS ou dans la Gestapo, et ils ont porté le même uniforme que les soldats allemands. Le sujet est évidemment extrêmement sensible. Très peu d'historiens ont à ce jour travaillé sur la question. Alors, nous avons voulu savoir de quelle façon ces dizaines de milliers de Français ont servi le Führer et surtout si oui ou non ils ont eux aussi participé aux crimes de guerre et à la solution finale. Dans ce document, vous allez découvrir qui étaient ces nazis bleu, blanc, rouge et ce qu'ils sont ensuite devenus. C'est une enquête rare que nous vous proposons ce soir. Elle est racontée par Pierre Lescure et a été réalisée par Juliette Desbois, Marine Suzoni et Caroline Nogueras. Des saluts nazis, des croix gammées, le drapeau SS, à première vue, nous sommes en Allemagne, dans un de ces congrès nazis à la gloire du Führer. Pourtant, à la tribune, les discours ne sont pas en allemand. Ce n'est pas la France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salauds, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Oui, nous sommes bien en France. Ces hommes qui portent l'uniforme ne sont pas tous allemands. La plupart sont bien français. On ne le sait pas toujours, mais pendant la guerre, plus de 30 000 Français ont choisi de rejoindre Hitler. De prêter serment au Führer. Devant Dieu, je jure obéissance absolue à Adolf Hitler, commandant en chef de l'armée allemande, et aux supérieurs désignés par lui. Je jure d'être un soldat brave et fidèle, et suis prêt à faire le sacrifice de ma vie pour respecter ce serment. Prêter serment à Hitler, c'est prêter serment à celui qui incarne le mieux leur idéologie. Des gens qui sont sur la même ligne que le Troisième Reich, qui sont des antisémites forcenés et convaincus, qui sont des anticommunistes, qui sont des antidémocrates. Pendant le conflit, ces Français vont combattre du côté allemand. Ils vont arborer les insignes de la Gestapo ou de la SS. Et ils vont parfois se rendre complices des pires atrocités. Une réalité méconnue, absente de nos manuels scolaires. Comme si la France avait du mal à assumer cette partie de son histoire. C'est un tabou parce que c'est quelque chose honteux pour l'État français, qu'il y avait des Français qui ont, disons comme ça, trahi la France. Après la guerre, toute la question est de traquer ces nazis. Des dizaines de milliers de Français et plus d'une centaine de milliers d'Allemands. Comment les a-t-on pourchassés? Jusqu'où la justice est-elle allée? Au-delà des procès officiels et médiatiques, nous allons vous montrer l'envers du décor. Une traque menée par des hommes solitaires et acharnés, des héros de l'ombre, des agents secrets qui ont consacré leur vie à poursuivre les criminels nazis partout dans le monde. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. En août 1944, Paris fête sa libération. Les Alliés sont entrés dans la capitale. Mais il y a désormais une nouvelle urgence, traquer les coupables, et notamment les nazis. La foule est en liesse. C'est la fin de 4 années d'occupation allemande. Mais le général de Gaulle le sait. Avant de tourner la page, la France a soif de justice. Il faut punir ceux qui ont trahi. Alors, dans le plus grand secret, le général de Gaulle a déjà tout prévu. Derrière ces façades bourgeoises, au 10 boulevard Suchet, dans le 16e arrondissement de Paris, sont installés des bureaux discrets. Il s'agit de la DGER,
la Direction générale des études et recherches, en réalité l'ancêtre des services secrets. Ici travaillent des techniciens chevronnés du renseignement et des résistants, avec une mission très précise, retrouver les criminels de guerre français. Et ils ne partent pas les mains vides. Bien avant la libération, ils ont commencé à établir des listes de noms. Comme par exemple, la liste des suspects et des douteux. Des milliers et des milliers de noms, classés par ordre alphabétique. Il y a des collabos économiques ou politiques, des miliciens qui ont prêté serment au maréchal Pétain, mais aussi des catégories beaucoup moins connues, des Français qui ont volontairement rejoint des formations nazies, comme la Gestapo ou la SS. Il y a presque dès l'origine de l'apparition de la résistance une volonté de châtier ce qu'on appelle alors les traîtres. Parmi eux figurent ceux qui se sont engagés dans les unités militaires allemandes. Mais ces hommes sont dangereux, sûrement déjà bien cachés. Et la traque qui commence va se révéler particulièrement difficile, bien plus semée d'embûches qu'il ne l'avait imaginé. En août 1944, alors même que Paris est libéré, plus au sud, une autre ville fête sa libération, Grenoble. Face à l'avancée des troupes américaines qui ont débarqué en Provence, les Allemands ont fui la ville pendant la nuit. Il y a de la joie dans les rues, mais pas seulement. Comme partout dans la France libérée, l'atmosphère bascule parfois vers la guerre civile. La vengeance s'assouvit sur les trottoirs. C'est l'épuration sauvage. Violence et règlements de compte se multiplient. Au total, 9000 exécutions arbitraires en France. Mais beaucoup de responsables, eux, sont déjà loin. Par exemple, ici, à Grenoble, il y a un Français qui a fui en même temps que les Allemands. Son nom, Guy Eclache. Il figure dans la fameuse liste des suspects et des douteux. Et il est précisé Waffen-SS à Grenoble. Pendant la guerre, Eclache est le chef de la Gestapo, la police secrète du Troisième Reich. Eclache se plaît à parader dans les rues de Grenoble avec son équipe. Donc ils sont entièrement habillés de l'uniforme de la Waffen-SS, donc avec bottons de cuir, culottes, veste militaire, la casquette avec l'insigne noir des Waffen-SS et la tête de mort. Pendant le conflit, Eclache lutte sans relâche contre les opposants au régime nazi. Il utilise la terreur et la torture. La Gestapo a des antennes dans tout le pays. 10 000 Français se sont engagés dans ses rangs. Ce ne sont pas des auxiliaires, ce sont des Français qui font partie de la police allemande à proprement parler, qui ont un grade, un salaire, qui sont armés par la police allemande. Parfois, on leur donne même des uniformes de la police allemande. Et la Gestapo a également joué un rôle essentiel dans l'extermination des Juifs. Et sur ce point, Guy Eclache s'est montré particulièrement zélé. On sait qu'il y a des dizaines de Juifs qui se sont volatilisés après avoir été arrêtés par Eclache ou d'autres. Et c'est eux qui vraiment permettent aux Allemands de mettre en œuvre la solution finale à Grenoble et dans les environs. Alors, s'il y a bien un homme qu'il faut traquer, c'est lui, Guy Eclache, l'ennemi public numéro 1. Il y a juste un problème, il est introuvable. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'est réfugié de l'autre côté des Alpes, dans le nord de l'Italie. Une région où la guerre n'est pas terminée et qui se trouve hors de portée des autorités françaises. Pour aller le chercher, il faut un homme tenace et audacieux. Un homme qui va se voir confier une mission quasi impossible. Ramener Eclache vivant et le traduire devant la justice française.
Cet homme s'appelle Pierre Fugain. A priori, il n'a rien d'un chasseur de nazis. Il n'a que 26 ans, il est étudiant en médecine, mais c'est aussi un résistant de la première heure. Et traquer Guy Eklache, ça ne lui fait pas peur. Pour lui, c'est une opportunité d'arrêter l'un de ceux qui a sans doute éliminé à un moment donné des personnes qui lui étaient proches. Et puis, Pierre Fugain a la réputation d'un homme rusé et courageux. Pendant l'occupation, il a organisé tout un réseau secret de communication dans le sud-est de la France. Il dissimulait des messages secrets entre les magazines des livreurs de journaux. Les Allemands ne s'en sont jamais aperçus. Un système ingénieux qui lui a permis de se faire un nom au sein de la résistance. C'est un des rouages du réseau, c'est pas une des petites mains, c'est un des coordinateurs du réseau. Et si le nom de Pierre Fugain vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissez bien son fils. Sur cette photo, dans les bras de sa mère, il a 2 ans. Aujourd'hui, Michel Fugain a 73 ans. Mais le souvenir de son père, Pierre, reste très vivant. C'était un homme formidable, un père incroyable. Son énergie faisait qu'il se balance, il pouvait partir sur tous les combats et y aller tête baissée. Un exemple de mec engagé, de type qui avait peur de rien. L'expédition de Pierre Fugain débute. Avec un petit commando, il prend la direction de la frontière italienne. Le résistant dispose d'une information précise. Eklache se cacherait dans la région de Vérone. Apparemment, il y vivrait des jours plutôt tranquilles, à en croire cette photo, retrouvée bien plus tard, où Eklache est entouré d'amis, sourire aux lèvres. L'ennui, c'est que cette région d'Italie est encore instable. La zone est sous contrôle américain. Officiellement, Pierre Fugain n'a aucun droit d'y arrêter quelqu'un. Il ne dispose que d'un mandat français sans grande valeur là-bas, d'une voiture, d'un peu d'essence, et c'est tout. On l'a envoyé avec les moyens qu'on avait. Et comme des moyens, on n'en avait pas, on a été obligé de faire avec ce qui était disponible. En Italie, Fugain et son commando partent pour un périple de plus de 350 km. Turin, Milan et enfin Caprino, une petite ville de 7000 habitants près du lac de Garde qui serait la cachette de Guy Eklache. Mais alors que jusque-là, ils n'avaient pas été inquiétés, dans un café, les résistants se heurtent à un contrôle. Un Italien, un certain Léoné, s'approche, il est payé par les Américains pour surveiller les allées et venues dans la zone. Fugain explique ce qui l'amène, il tente de négocier. Mais l'homme ne veut rien entendre, alors le résistant va devoir tenter un coup de bluff. A priori, le capo Léoné n'est pas insensible à l'idée d'une petite récompense ou d'une petite prime pour aider à la capture des Eklache. Donc Pierre Fugain lui signe une reconnaissance de dette de 200 000 lires. Lui, en gros, monnaie ses services en disant qu'il peut aider à l'arrestation des Eklache, aider les Français à arrêter les Eklache sur le territoire italien, en obtenant des Américains une certaine bienveillance, ou du moins qu'ils ferment les yeux sur cette arrestation réalisée sur un territoire dont ils ont la responsabilité. Fugain a gagné. L'Italien va même lui donner un sérieux coup de main. Il affirme que Guy Eklache se cacherait dans un couvent près du village. Le lendemain matin, Fugain et son commando se rendent sur place, trouvent le fuyard et l'arrêtent. Celui qu'on appelait l'homme aux 200 crimes se rend sans difficulté. La mission est réussie, Pierre Fugain va pouvoir le ramener vivant devant la justice française. Ça me conforte dans l'idée que Eklache devait être une belle ordure, devait être un vrai salaud, pour que mon père prenne l'initiative d'aller le chercher, de le ramener.
parce qu'il n'était même pas question de lui mettre une balle dans la nuque. Il n'aurait jamais pu faire ça. Mais d'aller chercher Éclache pour qu'il paye, c'est qu'il vraiment, il voulait sa peau. Éclache sera donc jugé à Grenoble et son procès va servir d'exemple. Le 27 septembre 1945, devant la cour de justice de l'Isère, Guy Éclache comparaît pour intelligence avec l'ennemi. La salle est bondée. Il y a une vraie attente de la part de la population pour que celui qui est identifié comme le bourreau soit jugé. Donc il y a une vraie attente, il y a une vraie demande, et évidemment on est dans des procès qui sont des procès hautement symboliques. Par mesure de sécurité, 10 gendarmes armés entourent en permanence l'accusé et 350 policiers ont été mobilisés. La presse titre « Éclache répond de ses crimes ». Le procès est rapide, une soixantaine de témoins défilent à la barre en seulement 2 jours et le verdict tombe. Éclache est condamné à mort. 3 semaines plus tard, l'exécution est publique. Éclache est attaché à un poteau. À 16h12, il tombe sous les balles. La presse fait sa une avec cette photo. Aux yeux de tous, la justice est passée. Et c'est précisément ce que veulent les autorités. Rassurer la population. Il faut montrer que l'épuration légale fonctionne, que les traîtres sont punis. Voilà pourquoi, depuis l'automne 44, la traque et la répression ne font pas de quartier. Dans toutes les grandes villes, des dizaines de procès débouchent sur des exécutions capitales. Collabos, mais aussi français engagés dans la Gestapo ou la SS. 7000 peines de mort sont prononcées. Officiellement, la justice passe dans toute sa rigueur. Mais tous les nazis français ont-ils réellement connu les foudres de la loi? Ont-ils tous payé pour les crimes commis? La réalité est beaucoup plus compliquée. Ce 15 octobre 1948, au Palais de justice de Paris, le président laisse lourdement retomber son marteau. Un certain Marc Augier vient d'être condamné à mort. Il a combattu sur le front de l'Est et porté l'uniforme allemand. Sauf que sur le banc des accusés, il n'y a personne. Marc Augier est condamné par contumace, c'est-à-dire en son absence, il est en fuite. Et ça n'a rien d'inhabituel. Plus de la moitié des condamnations à mort de collabos ou de nazis sont en réalité prononcées devant un box vide. On pourrait imaginer que lorsque la justice débusquera les coupables, les sentences seront appliquées dans toute leur sévérité. Mais ce n'est pas ce qui va se passer, notamment dans le cas de Marc Augier. Pour comprendre le sort de cet ancien nazi, il faut remonter à la source même de son engagement. Nous sommes en juin 1941. La guerre prend un tournant décisif. Hitler attaque par surprise l'Union soviétique. C'est l'opération Barbarossa. Dans cette folle entreprise, le Troisième Reich a besoin de forces considérables. 3 millions de soldats sont mobilisés. Mais ils vont recevoir un renfort inattendu. En France, des partis pro-nazis vont décider de prêter main forte à l'Allemagne. Ils vont créer de leur propre initiative la Légion des volontaires français, la LVF. Et ils lancent une grande campagne de recrutement. Le message est clair. Engagez-vous pour combattre le bolchevisme aux côtés des troupes allemandes. Des milliers de Français vont répondre à l'appel. Et parmi les recrues, il y a
Marc Augier. Il a 33 ans, il est séduit par la propagande hitlérienne et d'ailleurs il est rédacteur en chef d'un journal collaborationniste qui s'appelle La Gerbe, un journal aux opinions très tranchées. Une détestation de la République et de la démocratie, un antisémitisme virulent, une haine de l'Angleterre, puis des États-Unis, un anticommunisme forcené, une adhésion totale au fascisme et au nazisme. Et comme Marc Augier, pendant le conflit, ils sont nombreux en France à rallier le Troisième Reich. Par exemple, certains jeunes Français vont s'intéresser à ce petit livret qui les appelle à rejoindre la division française de la SS. Il leur fait miroiter une carrière prestigieuse et une instruction militaire solide au sein de l'armée allemande. Il promet aussi des menus sympathiques à la cantine et une solde plutôt alléchante dans le contexte, 600 francs pour un soldat. Le dépliant se termine par un bulletin d'engagement à remplir et il y a même l'adresse des centres de recrutement. Il y en a un petit peu partout en France. Marc Augier, lui, va s'engager dans la LVF. Là aussi, c'est très simple. Il suffit de se présenter dans un bureau de recrutement, comme celui-ci à Paris. Un panneau indique « Défense aux Juifs ». À l'intérieur, des Français font la queue. Ils sont tous là pour s'inscrire dans la Légion des volontaires français. Une simple signature en bas de son engagement, puis direction une caserne à Versailles, près de Paris, pour la visite médicale. On a besoin d'une bonne condition physique pour pouvoir capable de participer à des campagnes militaires qui sont tout à fait exigeantes. On a besoin d'une bonne vision, une bonne dentition, une taille qui est au-dessus de 1,65 m, une origine aryenne et il faut être entre l'âge de 18 et 40 ans. Un homme sur deux est recalé au test physique. Marc Augier, lui, est retenu. Il correspond aux critères de sélection. Ils étaient en de très très bonnes conditions physiques. Il est hyper sportif, mais il dit que c'était dur, ça a été dur et ça a été très long. La sélection et l'entraînement des premiers contingents a été faite très très sérieusement. Au total, près de 6000 Français de la LVF vont partir pour le front de l'Est et combattre pour le Führer. Leur uniforme sera exactement le même que celui de l'armée allemande, avec simplement, en plus, sur le bras droit, un écusson aux couleurs françaises. Mais comme les troupes allemandes, ils vont parfois dépasser les règles de la guerre. C'est un aspect méconnu de notre histoire. Mais lors de notre enquête, nous avons découvert des documents terribles qui prouvent que certains Français sous l'uniforme allemand ont participé à des crimes et que dans certains cas, ils ont même joué un rôle actif dans l'extermination des Juifs. En France, ce sujet a fait l'objet de très peu d'études. Mais à 1500 km de chez nous, en Hongrie, un historien a récemment mené des recherches très fouillées sur les nazis français. Il s'appelle Christian Bénet. Il est professeur d'histoire à l'université, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Pendant 5 ans, il a travaillé sur des archives militaires françaises et allemandes qui n'ont été que très peu étudiées. Et au départ, c'est un détail qui a retenu son attention. Une fois, j'ai vu un livre qui était un peu bizarre pour moi à première vue, étant donné qu'il y avait un soldat français, mais en même temps en uniforme allemand.
Et quand finalement j'ai commencé à lire le livre, j'ai trouvé des informations, des noms, des dates. Et à partir de ça, c'était quelque chose d'un peu bizarre, que peut-être il y a derrière quelque chose. Au fil de ses recherches, Christian Bénet découvre la preuve de massacres de civils commis en Europe de l'Est par des Français. Il faut savoir qu'en 1942, l'armée allemande postait les Français engagés dans ses rangs à l'arrière du front. Leur mission était de sécuriser les villages et de faire la chasse aux résistants par tous les moyens. C'était une guerre de partisans qui était souvent sanglante, avec des actes et des atrocités de tous les deux côtés, parce que même souvent les partisans étaient extrêmement violents. C'est ce qu'il faut voir. Mais, d'autre part, la réponse des troupes d'occupation était parfois aussi extrêmement violente de la part de toutes les unités concernées, y compris celles allemandes, françaises et ainsi de suite. Voici par exemple ce qu'atteste un rapport militaire écrit par un certain commandant Simoni, chef d'un bataillon de la Légion des volontaires français. Il est titré « Résumé des principales opérations du 22 décembre 1942 au 11 mai 1943 ». Le lendemain, au départ, je fis incendier le village. Là également, je fis exécuter les hommes. Il se peut que dans le feu de l'action, des légionnaires indisciplinés, et pour la plupart extrêmement impulsifs, aient abattu des femmes et des enfants. Ça veut dire que c'était finalement des gens civils, ou peut-être des sympathisants de partisans, mais pour une sympathie, on ne peut pas exécuter des gens. On a exécuté des civils. Voilà, c'est un crime de guerre. Plus loin, comme pour se justifier, le chef de bataillon français évoque les instructions qu'il a reçues des Allemands. Conduite à tenir envers les partisans capturés. Les pendre uniformément, les femmes comprises après un interrogatoire. Motif, éviter le gaspillage de munitions. Faire creuser leur tombe auparavant par les intéressés. Laisser les pendus exposés pendant 24 heures et les faire enterrer ensuite. Nous avons retrouvé cette photo dans les archives. Elle n'a jamais été publiée, mais elle atteste de ce genre d'agissement. 2 soldats français, reconnaissables à leur écusson bleu-blanc-rouge, prennent la pose près d'un pendu. Au minimum, ce sont des gens qui ont participé aux opérations, notamment en participant au cordon de sécurité, c'est-à-dire ce qui entoure les lieux où on ratisse et où on exécute. Et dans certains cas, il est documenté et prouvé qu'ils ont eux-mêmes exécuté. Et ce n'est pas tout. En poursuivant ses recherches, Christian Bénet découvre que certains Français engagés sous les couleurs nazies ont participé à la solution finale. Ce document est un autre rapport militaire, signé cette fois d'un certain lieutenant Heger, en poste en Pologne. Il est daté du 19 décembre 1942. Objet, déplacement de Juifs à Kruchina. Kruchina, c'est un village de Pologne où sont postés des membres de la Légion des volontaires français. Nous sommes en Pologne occupée. Il y a l'internement, le transport des Juifs vers le camp de concentration où ils sont exécutés. Et pour cette mission, finalement, on utilise les forces militaires disponibles. C'est pourquoi le commandement allemand utilise le potentiel des légionnaires français aussi pour le transport des Juifs. Et lors de ces transports, les Juifs ne veulent pas partir parce que certainement ils ont une certaine idée de ce qui va arriver avec eux. Des Juifs tentèrent de s'enfuir dans plusieurs directions. Les Français ouvrirent le feu et 4 d'entre eux furent abattus. Les Juifs devaient embarquer dans les camions et devant leur détermination, j'ai dû employer la fermeté et la force. Les Français firent usage de leurs armes et exécutèrent les blessés au sol. Pendant ces 2 jours, 113 Juifs furent tués dans le camp de Kruchina et à ses alentours.
ça prouve qu'il y avait certains Français appartenant à la RDF qui ont participé à la solution finale. Alors, combien de Français sont allés aussi loin dans le crime? Combien sont-ils à avoir abattu des civils? À avoir exterminé des Juifs au nom de l'idéologie nazie? Impossible de le savoir pour le moment, car c'est bien le problème. Ces documents sont les seules preuves écrites dont on dispose à ce jour. Les historiens n'en ont pas trouvé d'autres. Pour en savoir plus, il aurait fallu que les autorités françaises enquêtent en Allemagne et en Europe de l'Est. Mais en 1945, il y avait d'autres priorités. Les combats des Français engagés dans ces unités sur le front de l'Est sont un enjeu mineur, eu égard en particulier au fait que l'objectif des Français, de l'opinion et des dirigeants français, c'est d'abord de juger les principaux dirigeants de l'État français, de la collaboration. On est à l'heure des procès d'épuration. Alors après la Libération, lorsqu'ils comparaissent devant des juges pour avoir endossé l'uniforme allemand, cela semble à peine croyable, mais ces nazis français vont trouver sans difficulté des parades et obtenir des jugements cléments. Chaque inculpé dans cette situation raconte ce qu'il veut. Qu'il était dans l'intendance, qu'il était infirmier, qu'il est resté la plupart du temps au camp, qu'il a été malade alors il n'a rien fait. Et dans cette mesure, la condamnation est presque une condamnation de principe. Cette situation, il y a des hommes qui vont largement en profiter, comme par exemple Marc Augier. Souvenez-vous, en 1948, à Paris, Augier est condamné à mort, mais il n'est pas là. En fait, dès la fin de la guerre, il a pris la fuite. L'une de ses premières destinations, l'Argentine. Pendant quelque temps, dans la cordillère des Andes, il s'improvise moniteur de ski. Puis, pour gagner sa vie, il va se mettre à écrire des romans. Des romans qui, aussi surprenants que cela puisse paraître, sont publiés en France sous un pseudonyme Saint-Loup. Il a même un certain succès, puisqu'au début des années 50, La nuit commence au Cap Horn sera retenu parmi les finalistes pour le prix Goncourt. Bref, les années passent, le souvenir de la guerre s'estompe, ni la police ni la justice française ne semblent s'inquiéter de ce qu'est devenu l'ancien nazi Marc Augier. Il faut dire que pendant ce temps à Paris, la traque des nazis français n'est plus vraiment à l'ordre du jour. À l'Assemblée, on débat même d'un projet de loi d'amnistie. Une loi qui passerait l'éponge sur une partie de ce qui s'est passé pendant la guerre. Dans la République française, il y a depuis les années 1870 et spécifiquement depuis la Commune de 1871, une tradition de l'amnistie après les grandes crises politiques nationales. Il y a toujours cette idée qu'il faut tourner la page, passer à autre chose et surmonter les déchirements entre Français. Alors, au bout de 8 ans d'exil, Marc Augier finit par se dire que ses années sous l'uniforme allemand sont maintenant loin. Il pourrait sans doute rentrer en France et s'en tirer sans problème. Et vous allez voir qu'il a totalement raison. Ainsi, les années passent. Le souvenir de la guerre s'estompe. Et ni la police ni la justice française ne semblent s'inquiéter de ce qu'est devenu l'ancien nazi Marc Augier. Il faut dire que pendant ce temps, à Paris, la traque des nazis français n'est plus vraiment à l'ordre du jour. À l'Assemblée, on débat même d'un projet de loi d'amnistie. Une loi qui passerait l'éponge sur une partie de ce qui s'est passé pendant la guerre. Il y a toujours cette idée qu'il faut tourner la page, passer à autre chose et surmonter les déchirements entre Français.
Alors au bout de 8 ans d'exil, Marc Augier finit par se dire que ses années sous l'uniforme allemand sont maintenant loin derrière lui. Il pourrait sans doute rentrer en France et s'en tirer sans problème. Et vous allez voir qu'il a totalement raison. En 1953, il rentre à Paris et se constitue prisonnier. Son procès se déroule devant le tribunal militaire. A priori, c'est mal engagé. Il a quand même écrit dans les pires journaux pro-nazis. Il s'est engagé dans la LVF. Il a porté l'uniforme allemand pendant 3 ans et combattu sur le front de l'Est. Mais Marc Augier a engagé un avocat, un certain Jean-Baptiste Biaggi, un homme influent, un ancien militant de l'Action française, un mouvement d'extrême droite. Mais aussi et surtout, Biaggi est un ancien résistant qui s'est illustré pendant la guerre. Biaggi est un incontestable résistant. Et que, de ce point de vue, les engagements de Biaggi permettent, d'une façon ou d'une autre, à Augier de se voir, au fond, décerner, je dirais indirectement, un brevet d'honorabilité. Et devant les juges, Maître Biaggi va se montrer combatif. Si on reproche à Marc Augier de s'être battu sur le front de l'Est, lui affirme que son client n'a fait qu'un travail de journaliste. J'avais la vocation de grand reporter. J'ai toujours recherché les grandes aventures. Un journaliste qui, de plus, défendait avant tout des convictions anticommunistes. Et ça, dans les années 50, pour son avocat, ça passe presque comme une bonne excuse. Quand je vois qu'on lui reproche en 1953 d'avoir cru au combat de l'Europe contre la Russie, je ne peux m'empêcher de sourire. Si vous êtes anticommuniste, pour certaines personnes, enfin une partie de l'opinion publique, c'est pas mal, puisqu'on est en pleine guerre froide. Donc il y a un type qui a été combattre contre le front de l'Est, bon, il s'est trompé de drapeau, il a servi les Allemands, mais il n'a fait que combattre l'anticommunisme. En tout cas, c'est compris comme ça à l'époque. Maître Biaggi est si confiant qu'il conclut sa plaidoirie en demandant l'acquittement. Il ne l'obtient pas, mais c'est tout comme. Marc Augier n'est condamné qu'à 2 ans de prison. 2 ans qui sont aussitôt annulés, car entre-temps, la fameuse loi d'amnistie a été adoptée par l'Assemblée nationale. Il aurait été arrêté en 1945, il aurait peut-être été fusillé. Il aurait été arrêté en 1946, 1947, 1948. Il aurait été emprisonné quelques années. Il se livre en 1953. Il passe une seule journée en prison. À 45 ans, voilà donc Marc Augier libre. Son casier judiciaire est même redevenu vierge grâce à l'amnistie. Tout son passé a été effacé. Après son procès, il continue sa carrière d'écrivain, toujours sous le pseudonyme qu'il utilisait pendant sa cavale, Saint-Loup. Il publie notamment des récits consacrés au combat du front de l'Est qui connaissent un réel succès dans les années 60. Il meurt le 16 décembre 1990 à Paris, à l'âge de 82 ans. Et des hommes comme lui, qui ont été amnistiés ou graciés malgré des engagements nazis, il y en a beaucoup. Certains de ces Français vont même réussir à faire oublier leur passé, à se lancer dans des carrières brillantes et à se faire une place au plus haut niveau dans les affaires, la politique ou le show business. Nous sommes au début des années 50. La France retrouve sa joie de vivre. À Paris, le showbiz reprend ses droits. Les grandes stars sont de nouveau à leur apogée. Jean Gabin, Charlie Chaplin, Juliette Gréco ou la jeune Dalida. Des artistes qui ont tous un point commun. Ils ont confié leur film ou leur carrière à un impresario qui tient le haut du pavé. Un certain Christian Lamazière. C'est un type qui dégageait la franchise. Il était drôle,
Il était très amusant, plein d'esprit, très moqueur. Si vous voulez, c'est un type qu'on ne pouvait pas ne pas sympathiser avec lui. Donc, tout s'explique très bien. C'était un bel homme. C'était un très bel homme, grand, mince, avec une belle chevelure, des yeux clairs comme ça. C'était un homme assez persuadé de sa séduction, un belâtre, je dirais presque, qui frimait au volant d'une voiture décapotable. Un pouvoir de séduction qui va le mener dans les bras de Juliette Gréco et de Dalida. Il dit que c'est Dalida qui l'a dragué, si je puis dire. Parce que, bon, il s'était fait une réputation à travers Gréco, dont il s'occupait très bien. Dalida, bon, elle avait envie de ce garçon pour s'occuper de ses affaires. Puis bon, ça a été un peu plus loin. Mais ces stars connaissent-elles réellement Christian Lamazière? Il y a le dandy, le séducteur, l'attaché de presse de certains grands succès de l'époque, comme Fanfan la Tulipe avec Gérard Philippe, Les Diaboliques avec Simone Signoret, ou même Un roi à New York de Chaplin. Car l'homme a aussi un passé qu'il dissimule depuis des années, un lourd secret qu'il aurait pu emporter avec lui. Sauf que les choses vont se passer autrement. Le chagrin et la pitié du réalisateur Marcel Ophuls, un film événement qui raconte l'occupation sans tabou. Il sort dans les salles en septembre 1971. Ce film va marquer l'histoire. De nombreuses personnalités témoignent, résistants ou collabos. Mais parmi elles, il y a un homme que personne ne s'attendait à voir. Christian Lamazière. Avec ses lunettes fumées, cigarette à la main, il raconte calmement pourquoi, dans les années 40, il a juré allégeance à Hitler et s'est engagé dans les Waffen-SS. Il m'est difficile de parler au nom des 7000 garçons, car il faut quand même le préciser, il y a eu 7000 garçons venus des horizons les plus divers qui ont combattu sur le front de l'Est, dans la division Charlemagne. La majorité, comme je vous l'ai dit, n'était pas du tout préparée à prendre cet uniforme, et surtout prendre en plus l'uniforme le plus excessif. Qui était celui de la Waffen-SS. Celui qui était de la Waffen-SS. Et vous, et les Français donc de Vichy, vous accueillaient devant cet uniforme comme si vous étiez le symbole de... Oui, de quelque chose qui était quand même gênant et qui allait surtout gêner demain des explications. Pour Maurice Bonnet, son ancien collègue, qui n'était pas du tout au courant de son passé, c'est un choc. Quand je l'ai vu déambuler dans les couloirs de ce château, je crois que c'était Sigmaringen, il me semble, et qui racontait son équipée dans la Charlemagne, j'étais vraiment saisi de stupeur, parce que je me disais, enfin, voilà un type avec qui j'ai passé un an, et je ne savais pas absolument rien de ça. Je dois dire que ça a été vraiment suffoqué, quoi. Vous l'imaginez bien, c'était très surprenant. Ce n'est pas le seul à avoir été surpris, d'autant que Lamazière est loin du cliché du Waffen-SS. C'est pourquoi son témoignage a eu tant de force. C'est que justement, on était à la fois dans une sorte d'ambivalence entre la complexité, j'allais dire presque sympathique d'un homme, doublée d'un effarement sur ce qu'il avait accompli. La France entière découvre l'autre visage de l'impresario à succès. Un Unterscharführer, sergent au sein des Waffen-SS, fervent partisan du nazisme. Un homme qui, en 1945, alors que la France est presque entièrement libérée et qu'Hitler a déjà perdu la guerre, est parti se battre sous le drapeau nazi. Il n'avait pas d'Hitler du tout l'idée que nous nous en faisions, ou nous le faisons encore. Un jour, il me dit, c'est l'anniversaire de l'oncle Adolphe. Bon, pour moi, c'est une note importante. Dieu sait bien ce qu'on raconte d'Hitler, mais moi, je sais que c'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai.
Pour lui, c'était un héros. Voilà, c'était un type extraordinaire. Au sein de la Waffen-SS, Lamazière a rejoint les rangs de la Charlemagne, une division d'infanterie presque exclusivement composée de Français. Sur le front de l'Est, il est fait prisonnier, il finit la guerre en captivité, mais le reste de sa division s'illustrera à Berlin, où elle combattra jusqu'à la fin contre l'armée rouge. Certains de ces Français seront même les derniers soldats à défendre le bunker du Führer. Jugé en France en 1946 pour intelligence avec l'ennemi, Christian Lamazière ne passe que 2 ans et demi en prison. Ce passé, il va le cacher pendant 25 ans, jusqu'à ce témoignage sur les écrans de cinéma. Je crois qu'il y avait un côté un peu cabot chez lui et qu'il était content d'être sous les feux des projecteurs et devant un objectif de caméra et que ça lui faisait plaisir de l'être. Le chagrin et la pitié a un retentissement très important en France. 600 000 spectateurs, un record pour le genre. Mais pour Lamazière, les conséquences sont terribles. En quelques jours, tous ses clients le quittent. Il doit fermer sa société de relations publiques. Pour lui, le showbiz, c'est terminé. Et redevenu simple journaliste, il travaille pour quelques titres de presse, comme par exemple Le Figaro Magazine. Il est même quelque temps conseiller d'un dictateur africain dans les années 80. Il est mort en 2006. Comme Christian Lamazière, de nombreux nazis français ont pu, malgré leur passé, refaire leur vie après la guerre, mener parfois de brillantes carrières et se hisser au sein de l'élite en France. Ce Waffen-SS, par exemple, s'est battu sur le front de l'Est. Il a été condamné à 10 ans de travaux forcés par les tribunaux français. Son nom, Léon Gauthier. Après la guerre, il a rejoint l'agence Havas, l'une des plus grosses agences de publicité en France, dont il a été le directeur des relations publiques. Il est aussi l'un des cofondateurs du Front National dans les années 70. Quant à ce jeune homme, c'est aussi un Français qui a rejoint la Waffen-SS. Son nom, Jean-Marie Balestre. Après la guerre, il a expliqué qu'en réalité, il s'était engagé pour infiltrer l'armée allemande pour le compte de la résistance. Dans le doute, la justice française a classé l'affaire. Bien des années plus tard, dans les années 80, il est devenu le président de la Fédération internationale du sport automobile, l'homme le plus puissant de la Formule 1. Comme eux, des milliers de Français ont porté l'uniforme des Waffen-SS et se sont battus pour Adolf Hitler. Et si ce phénomène a longtemps été passé sous silence, si très peu de journalistes et d'historiens se sont penchés sur le sujet des nazis français, c'est notamment parce que pour les traqueurs, après la victoire, il y a une autre priorité. Ceux qu'il faut avant tout capturer d'urgence, ce sont les hauts responsables du Troisième Reich. Des dignitaires allemands qui ont réussi à s'échapper et dont certains sont directement responsables des atrocités de la guerre, artisans de la solution finale. Pour les pourchasser, il a fallu des hommes d'un courage incroyable, des enquêtes rocambolesques et une audace qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Nous sommes le 3 janvier 1946 dans la petite ville de Nuremberg, en Allemagne. Depuis des semaines, les journalistes du monde entier se pressent au tribunal pour assister à un procès hors norme. Le procès des 24 plus hauts dignitaires nazis. Ce sont de grosses pointures, et partout à travers le monde, les gens ont déjà entendu ces noms-là. Parmi les accusés, Hermann Göring, numéro 2 du Reich, ou encore Rudolf Hess, le dauphin d'Hitler. Tous étaient des proches du Führer.
Tous l'ont suivi dans son projet qui a mis l'Europe à feu et à sang. Et tous l'ont soutenu dans la mise en œuvre de la solution finale. L'assassinat de millions d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il considérait comme des sous-hommes, dont 6 millions de Juifs. Ces hommes sont donc responsables d'un des pires massacres de l'histoire. Cela fait 26 jours que le procès a commencé et les juges sont persuadés d'avoir face à eux les principaux bourreaux de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce jour-là, ils vont réaliser avec effroi que le box des accusés ne serait pas au complet. Et c'est un témoignage a priori anodin qui va faire l'effet d'une bombe. L'homme qui se présente à la barre ce matin-là connaît parfaitement les rouages de la machine nazie. Il s'appelle Dieter Wislicheny. Sous-officier SS, il a travaillé pendant plus de 5 ans au bureau des affaires juives. Et si les Américains l'ont sorti de sa cellule, c'est parce qu'aujourd'hui, le tribunal aborde la question de la solution finale. L'accusation commence donc à interroger Wislicheny sur les déportations. Pouvez-vous brièvement nous dire ce qu'il s'est passé et quelle a été votre implication? Le SS donne quelques réponses techniques, mais au détour d'une phrase, il va prononcer pour la première fois un nom que personne n'a encore entendu dans la salle. La première mesure prise par Eichmann en Hongrie est de regrouper systématiquement les Juifs dans des ghettos. Eichmann. Surprise, la Cour demande des précisions sur le grade et la position de ce Eichmann. Et voici ce que Wislicheny répond. Eichmann était chef de section au bureau des affaires juives. Il avait des pouvoirs spéciaux. Il était responsable de ce qu'on appelle la solution finale pour l'Allemagne et tous les pays occupés. Dans la salle, c'est la consternation. Le maître d'œuvre de la solution finale, le principal organisateur sur le terrain, s'appellerait donc Adolf Eichmann. Les Alliés seraient passés à côté d'un des responsables de la Shoah, un lieutenant-colonel quasi inconnu, devenu un homme clé du Reich. C'est typique de ce qui se passe dans les régimes totalitaires. Un homme avec un poste assez subalterne, un peu discriminé par les officiers, est en fait celui qui joue un rôle capital. Plus Wislicheny parle, plus le malaise grandit dans la salle. La dernière fois que j'ai vu Eichmann, c'était fin février 1945 à Berlin. Il m'a dit qu'il se glisserait en riant dans sa tombe, avec la satisfaction de savoir que 5 millions de personnes y sont avec lui. Des mots, on l'imagine, qui glacent le tribunal. Comment un tel monstre a-t-il pu échapper aux Alliés? Comment les Alliés auraient-ils pu savoir? À l'époque, ils n'avaient pas une connaissance précise de l'organisation de la solution finale. C'était quand même le secret le mieux gardé du régime nazi. Pour les traqueurs de nazis, commence alors la plus spectaculaire des chasses de criminels de guerre. Un mandat d'arrêt est diffusé dans toute l'Europe. Officiellement, Eichmann devient la cible à capturer. Et la traque s'annonce difficile, car personne ne sait où il se trouve. Personne ne sait même à quoi il ressemble. À l'époque, il n'existe aucune photographie du SS. Les Alliés sont sur la trace d'un fantôme. Mais parmi les traqueurs, il y a un petit groupe
qui va se révéler très déterminé. Un groupe qui n'a pas les moyens des Alliés, qui n'appartient à aucun service officiel et qui pourtant va se lancer dans une chasse à l'homme impitoyable. Nous sommes en octobre 1947, en Autriche, à Linz, et plus précisément dans le quartier d'Urfahr, dans le nord de la ville. Depuis quelques jours, un homme aborde les passants et les interroge. Il se présente comme un certain Henri von Diamant. En réalité, c'est une couverture. Henri von Diamant n'existe pas. L'homme au chapeau s'appelle Manus Diamant. C'est un rescapé de la Shoah. Il est agent secret pour une organisation juive. Manus Diamant, c'est une sorte de James Bond, pour pas mal de raisons. Il a une fière allure, il est très intelligent, il est capable d'endosser différents rôles, de prétendre qu'il est médecin alors qu'il ne l'est pas. C'est un homme plein de ressources. Et si l'agent secret est à Linz, c'est qu'il a obtenu une information capitale. Adolf Eichmann avait un penchant pour les femmes. Et l'une de ses maîtresses favorites habiterait dans ce quartier. Avec un peu de chance, elle a peut-être gardé une photo du SS. Seulement pour la retrouver, Manus ne dispose que de son nom, Maria Meusenbarer. Alors il va devoir ruser. Nous avons retrouvé la femme de Manus Diamant. Il lui a raconté comment il s'y était pris à l'époque pour rapprocher Maria sans éveiller les soupçons. Il interroge les gens du quartier et dit qu'il a de l'argent à remettre à Maria de la part d'Eichmann. Les gens croient que c'est pour rendre service à Maria, donc ils l'aident à la retrouver. Après quelques jours, Maria Meusenbarer est repérée. Elle vit dans une petite maison à quelques pas d'une boulangerie. Maintenant, Manus doit trouver un moyen d'entrer en contact avec elle. C'est l'étape évidemment la plus délicate de la mission, car la jeune femme doit se sentir en confiance dès les premières secondes. Mais Manus sait qu'il a un atout de taille. Il est jeune et très bel homme. Il est charmant, il est beau, et il correspond parfaitement au genre d'homme dont on dit qu'il séduise les femmes. Aujourd'hui, on le surnomme même l'agent Roméo. C'était un séducteur. Il était vraiment très bon dans cet exercice. Manus Diamant décide donc de courtiser Maria. Le rescapé de la Shoah est prêt à tout, même à séduire la maîtresse d'un nazi en fuite. C'était la mission de sa vie. Il ne faut pas oublier que ses parents, son père, sa mère et 2 de ses frères ont été envoyés à Auschwitz et ont été exterminés là-bas. C'est une revanche. C'était très important pour lui de le retrouver. Caché derrière sa fausse identité d'ancien SS, Manus peut commencer sa filature. Des heures et des heures pour trouver le bon moment. Un jour, il saisit sa chance. Elle fait tomber son sac de courses et il l'aide à le ramasser. Et il se présente comme étant un ancien SS, Henri von Diamant. Charmée par ce gentleman, Maria se présente à son tour. La proie est ferrée. Désormais, l'objectif, c'est de se faire inviter chez elle. Or, Manus sait très bien qu'après des années de guerre, les jeunes femmes célibataires se sentent très seules. Il suffit d'être charmant, de s'intéresser à l'autre, d'aller vers l'autre, ce qui est déjà exceptionnel à l'époque. C'est triste, mais c'est ainsi. Et ça marche. Assez vite, l'espion est invité à prendre le thé. Manus la fait parler d'elle, ils se rencontrent plusieurs fois. Peu à peu, la jeune femme se dévoile jusqu'à lui présenter un jour son album de famille.
Elle commence à lui montrer les photos. Parmi les clichés, elle en pointe un et dit « Ça, c'est Adolf Eichmann. C'était mon amour, mon amant. » Une photo d'Adolf Eichmann. Enfin, près de 2 ans après la révélation de Nuremberg, la pièce indispensable à la traque est enfin sous les yeux de l'agent secret. L'assassin de son peuple, c'est lui, cet homme aux lèvres fines et au regard doux. Manus ne savait pas quoi faire à ce moment-là. Il était tellement excité intérieurement. Mais il a réussi à rester calme et a juste dit « Ok, il est très beau ». Puis il est parti. Le lendemain, discrètement, l'agent secret subtilise le portrait et disparaît. Immédiatement, la photo est reproduite et distribuée à tous les membres des services d'espionnage en Europe. Voilà l'homme à traquer au nom de tous ceux qu'il a envoyés méthodiquement à la mort. Il ne reste plus qu'à le localiser. Mais un événement va totalement bouleverser les plans des agents secrets. Trois semaines plus tard, New York. Nous sommes le 29 novembre 1947 et l'ONU vient de voter la naissance d'un nouvel État, Israël. Une décision qui se fait dans un climat de tension extrême dans cette région du Proche-Orient. Le nouvel État hébreu, entouré de voisins arabes, est menacé de toutes parts. Manus Diamant et tous les agents secrets juifs en Europe reçoivent l'ordre de rentrer au pays. La traque des SS n'est plus à l'ordre du jour. Chasser les nazis n'est plus une priorité pour les services de renseignement israéliens. Pourquoi? D'abord parce qu'ils ont peu de moyens, et ensuite parce que leur priorité est de combattre les ennemis du moment. Résultat, plus personne ne va se préoccuper des anciens bourreaux nazis. Et plus personne ne va réellement chercher Eichmann, jusqu'à ce que le passé vienne brutalement rattraper les Israéliens. Nous sommes à Tel Aviv en décembre 1959. Dans une maison du centre-ville, à l'abri des regards, une réunion ultra secrète commence. Autour de la table, 2 hommes. Le patron des services secrets israéliens et face à lui, un homme qui insiste depuis des mois pour le rencontrer. Il s'appelle Fritz Bauer. C'est un procureur et il arrive tout juste d'Allemagne. Ce magistrat s'est fait un point d'honneur à enquêter sur les criminels de guerre nazis. Il a l'air d'un homme têtu. Il ressemble à un ancien boxeur, à un homme à qui on n'a pas envie d'aller chercher des problèmes. S'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il a, selon lui, des informations capitales sur Adolf Eichmann. Mais impossible pour lui d'ouvrir une enquête en Allemagne. Il n'a pas confiance dans la justice de son pays. Il sait mieux que quiconque que le système judiciaire est infesté d'anciens nazis. Bauer savait que s'il donnait cette information aux Allemands, ils enverraient un message à Eichmann et qu'il s'échapperait de nouveau. Devant le Mossad, Bauer assure que le bourreau SS est encore en vie et qu'il se cache en Argentine sous une fausse identité. Il dispose même d'informations très précises. C'est-à-dire le nom qu'utilise Eichmann, Ricardo Clement. Et il donne aussi une adresse précise, 4261 Chacabuco Street. Ricardo Clement. Ce serait donc l'identité sous laquelle Eichmann se cache. Un nom et une adresse, la piste semble sérieuse. Bauer a même retrouvé le dossier SS du nazi avec un cliché pris de profil. Un cliché qui complète la photo dérobée par Manus Diamant 10 ans plus tôt. Alors,
Pour vérifier qu'Eichmann est bien en Argentine, le Mossad envoie directement un de ses agents sur le terrain. Et 3 semaines plus tard, les services secrets israéliens reçoivent un rapport complet et surtout des photos. 4 clichés d'un homme en petit blouson d'été. C'est le fameux Ricardo Clement qui vit dans les environs de Buenos Aires. Et les experts vont s'intéresser tout particulièrement à un détail, la forme de l'oreille. L'oreille, c'est comme une empreinte digitale. L'oreille est très importante, c'est quelque chose qui ne change pas au fil du temps. Par conséquent, ils sont sûrs qu'il s'agit de la bonne personne. Le doute n'est plus permis. Ricardo Clement est bien Adolf Eichmann. Pour mettre la main sur le nazi après plus de 15 ans de cavale, l'État hébreu va devoir prendre une décision unique dans l'histoire. À Jérusalem, le Premier ministre David Ben-Gourion a été immédiatement informé. Il sait qu'il doit désormais agir vite. Mais que faire? S'il prévient officiellement l'Argentine, Eichmann risque d'être averti et de disparaître à nouveau. La voie diplomatique est donc écartée. Il pourrait le faire assassiner, mais Ben-Gourion le veut vivant pour faire juger le bourreau nazi, ici même en Israël. Le Premier ministre va alors prendre une décision inimaginable. Une décision qui bafoue toutes les lois internationales et qui pourrait mettre en péril la sécurité de son jeune État. Faire kidnapper le nazi. Il s'agit d'un risque diplomatique. Surtout si l'on se trompe et qu'il ne s'agit pas de la bonne personne. Ça peut déclencher des guerres. Malgré le danger, Ben-Gourion donne son feu vert pour le kidnapping. Et pour que cette mission à haut risque soit un succès, il demande que soit montée une opération commando digne des plus grands films d'espionnage. Pour diriger la mission, Israël nomme Rafi Eitan, le chef des opérations de terrain au sein des renseignements. Il a aujourd'hui 92 ans et il se souvient encore parfaitement de ce qui allait devenir la mission de sa vie. Nous l'avons convaincu de nous parler, de nous raconter comment il a recruté son équipe à l'époque. Moi, je devais choisir les hommes d'opération. J'ai donc pris les hommes de ma division. Je les connaissais bien et je savais ce qu'ils savaient faire et ne pas faire. Au total, une douzaine d'agents parmi les plus gradés du Mossad forment le commando. Il y a un gros costaud entraîné au combat rapproché, un spécialiste du terrain pour faire les repérages, un expert en faux papiers, tous prêts à partir pour une mission historique. Pour brouiller les pistes, chaque membre du commando s'envole de son côté pour l'Europe ou pour l'autre côté de l'Atlantique. Puis, sous une fausse identité, chacun prend l'avion pour l'Argentine, à des heures et sur des compagnies différentes. Le 25 avril 1960, les agents arrivent au compte-gouttes à Buenos Aires. Chacun sait ce qu'il a à faire, car le scénario de l'enlèvement a été imaginé et simulé en Israël. Ils doivent maintenant trouver le moment et le lieu le plus discret pour enlever Adolf Eichmann. Deux agents se mettent à suivre Eichmann 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et très vite, ils se rendent compte qu'il a une routine. Il rentrait avec le bus 203 sur la route 202. Et il arrivait chaque soir exactement à la même heure, 19h30. Eh oui, l'ancien SS a ses habitudes. Il sera d'autant plus facile de lui tendre un piège. Sur ce dessin,
les agents israéliens imaginent l'opération dans tous ses détails. Ici, la maison d'Adolf Eichmann. Un peu plus haut sur le cercle vert, c'est l'arrêt de bus auquel il descend tous les jours à 19h30. Et voici le chemin qu'il emprunte pour retourner chez lui. Le commando prévoit de se diviser en deux. Une première voiture ici et l'autre là. Inévitablement, Eichmann devra les croiser. C'est à l'angle des deux rues que les agents veulent l'enlever. Pour justifier leur présence dans ce quartier tranquille, en début de soirée, ils ont élaboré un petit scénario. L'idée, c'était d'avoir le capot ouvert pour faire croire qu'ils étaient en panne et qu'ils bricolaient le moteur. L'un d'eux devait alors l'interpeller en disant « Excusez-moi », et c'est là qu'il lui sauterait dessus. 2 semaines après l'arrivée en Argentine, Rafi Eitan ordonne le début de l'opération. L'ancien SS a ses habitudes. Il sera d'autant plus facile de lui tendre un piège. Il rentrait exactement à la même heure, 19h30 tous les soirs. Sur ce dessin, les agents israéliens imaginent l'opération dans tous ses détails. Ici, la maison d'Adolf Eichmann. Un peu plus haut, le cercle vert, c'est l'arrêt de bus auquel il descend tous les jours à 19h30. Et voici le chemin qu'il emprunte pour retourner chez lui. Le commando prévoit de se diviser en deux. Une première voiture ici et l'autre là dans la ruelle. Inévitablement, Eichmann devra les croiser. C'est à l'angle des deux rues que les agents veulent l'enlever. 2 semaines après l'arrivée en Argentine, Rafi Eitan ordonne le début de l'opération. À 19h20, le commando se met en position. Mais alors que tout a été réglé dans les moindres détails, ça ne va pas se passer comme prévu. Les Israéliens sont là avec la fameuse voiture en panne qui doit être réparée. Ils attendent qu'Eichmann descende du bus, comme il le fait à son heure habituelle, pour l'attraper. Et ils attendent. Ils attendent. Ils attendent. À 19h30, il n'était toujours pas là. Je me suis demandé quoi faire. L'un des agents dit à Eitan, « Nous devrions partir, annuler l'opération. Il ne vient pas. On ne peut pas rester ici des heures à faire croire que nous sommes en panne. » Rafi Eitan ordonne à ses troupes de ne pas bouger. Et quelques instants plus tard, l'équipe distingue une silhouette. C'est Adolf Eichmann qui rentre enfin chez lui. Un des agents, qui fait mine d'être en panne, l'aborde en espagnol. Eichmann ralentit, il est aussitôt capturé. Ils tombent tous les deux dans le caniveau à côté de la voiture et Eichmann se met à hurler comme un animal, comme un cochon. L'homme se débat mais finit par être ceinturé et jeté à l'arrière du véhicule. Quelques secondes plus tard, les voitures s'évanouissent dans la nuit. Dans la maison où il est séquestré, Ricardo Clement reconnaît rapidement qu'il est Adolf Eichmann. Pour le commando, il faut maintenant réussir l'impossible. L'exfiltrer du pays, clandestinement. Mais là encore, tout est prévu. Le plan était de le déguiser en pilote comme un membre d'équipage de l'avion et de dire aux autorités argentines qu'il était malade ou ivre ou quelque chose comme ça, puis de le mettre dans un avion. Le jour J, Eichmann est drogué et mis à l'arrière d'une voiture direction l'aéroport. Sur le tarmac,
un avion israélien attend, les pilotes ont été mis dans le secret, ils savent qu'ils vont embarquer un passager sensible. Eichmann est installé en cabine, les yeux bandés. À minuit 15, l'avion décolle, avec à son bord l'ennemi de tout un peuple. Ça a été un énorme soulagement. L'avion décolle et ils savent que la mission est terminée. Le risque que quelque chose vienne la faire échouer est minime. Ensuite, nous en avons parlé ensemble. Et nous nous sommes dit, il y a 10 ou 15 ans, cet homme, s'il nous avait rencontrés, il nous aurait tués d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, c'est nous qui l'enlevons. La mission de tous les dangers est un succès. À Jérusalem, le Premier ministre David Ben-Gourion peut lui aussi respirer. Devant les caméras, il fait circuler l'incroyable nouvelle. Et quand un journaliste français lui demande plus de détails sur l'arrestation, Ben-Gourion ment ouvertement. Pourriez-vous, Monsieur le Président, m'expliquer pourquoi le gouvernement israélien est toujours aussi secret sur les conditions de l'arrestation d'Eichmann? Le gouvernement n'a pas cherché à savoir comment il avait été capturé, où il avait été capturé. La nouvelle est reprise dans le monde entier. Les journaux en font la une. Le procès commence en avril 1961. Pour beaucoup d'Israéliens, il est symboliquement tellement fort. Les débats sont filmés pour les télévisions du monde entier. Mais dans sa cage de verre blindé, jusqu'à la fin, Eichmann nie toute responsabilité. Do you admit? Im Sinne der Anklage nicht schuldig. Après des mois d'audience, le verdict tombe. Eichmann est reconnu coupable de 15 chefs d'accusation contre le peuple juif. Il est condamné à mort par pendaison. Il a donc fallu plus de 15 ans pour arrêter et juger l'un des principaux responsables des atrocités de la guerre. Mais des criminels de guerre nazis, il en reste encore à cette époque des milliers en liberté. Et le problème, c'est que dans les années 60, les grandes puissances, comme la France et les États-Unis, ont bien d'autres priorités. Alors désormais, ceux qui vont poursuivre les nazis en fuite ne sont autres que de simples citoyens. Des hommes sans soutien officiel, sans aucun moyen au départ. Et pourtant, ils vont tout mettre en œuvre pour traquer sans relâche les criminels nazis où qu'ils se cachent. Une soif de justice qui est souvent une revanche sur leur propre histoire. Nous sommes le 5 mai 1945. Les troupes américaines libèrent le camp de concentration de Mauthausen, au nord de l'Autriche. Les GIs découvrent 20 000 détenus, hagards, tenant à peine sur leurs jambes, errant au milieu des cadavres. Ils sont choqués. Parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Et là, ils trouvent des milliers de personnes mortes, partout autour d'eux. Et ils ne savent pas du tout quoi faire. Parmi ces squelettes ambulants, il y a un Polonais de 37 ans. Il s'appelle Simon
Wiesenthal. Il a vu sa mère, sa femme, ses cousins, toute sa famille être arrêtée et déportée. Au total, 89 personnes qui ont disparu. Il vient de passer les 3 dernières années dans les camps de la mort. Il est totalement méconnaissable. Juste un sac d'os, mais avec une tête, une voix et surtout un cerveau. Et ce cerveau, il compte bien s'en servir. Car maintenant que la guerre est terminée, il n'a qu'une idée: venger les siens. La majorité des survivants ne pensaient pas du tout à cela. Ils ne pensaient qu'à survivre, à avoir enfin une vie. Simon, lui, ne pensait qu'aux nazis. La seule chose qui l'obsède, c'est de faire reconnaître coupables les criminels et que le monde entier sache ce que les nazis ont fait. Alors pendant 2 jours, Simon va utiliser les seules armes dont il dispose: un papier et un crayon. Il se met à noter tout ce dont il se souvient. Les noms de tous les nazis qu'il a croisés pendant la guerre et aussi ceux dont il a entendu parler par les autres déportés. Car Simon Wiesenthal a un atout de taille, un don même, sa mémoire. Vous n'avez aucun autre témoin qui soit capable de donner à la fois le nom des criminels et ce qu'ils ont fait. Alors que Wiesenthal est capable de se rappeler à la fois des noms, des traits de leur visage et qu'il peut même les décrire. Sa liste à la main, Simon traverse péniblement le camp. Il veut la porter aux Américains, car dans un des baraquements, les GIs ont ouvert un bureau des crimes de guerre. Simon, le mort-vivant, pousse la porte et tend sa liste aux enquêteurs. Ils sont totalement déconcertés, complètement ahuris quand il revient avec cette liste. Et s'ils n'en reviennent pas, c'est que cette liste est ahurissante. Cette liste, la voici, retranscrite par les Américains. 91 noms de SS et de membres de la Gestapo avec des lieux, des dates et des détails parfois terribles. Comme ce lieutenant qui collectionnait les crânes de ses victimes. Avec cette liste, Simon Wiesenthal, le rescapé décharné, devient un homme providentiel pour les enquêteurs. Les Américains comprennent alors que cette personne va devenir précieuse pour traîner les criminels devant la justice. Rapidement, Simon Wiesenthal intègre l'équipe du Bureau des crimes de guerre et ils se mettent à rechercher des témoignages contre les SS. Inlassablement, dans tous les camps de rescapés, à chaque occasion, ils répètent aux survivants qu'ils doivent dénoncer les bourreaux. Il demande très précisément, est-ce que quelqu'un a été arrêté par ce criminel? Est-ce qu'il y a des rescapés du camp que le SS dirigeait? Où a-t-il commis ces crimes? En gros, que savez-vous sur lui? Peu à peu, il se crée une sorte de fichier. Des centaines de noms de SS. Des centaines de crimes commis. Un fichier qui va rapidement lui permettre de faire arrêter l'un des plus grands criminels de guerre nazi. Un soir de l'été 1947, 2 rescapés se présentent à la porte de Simon Wiesenthal. Ils affirment qu'un ancien criminel nazi vit dans une ferme à quelques kilomètres de chez eux, en Autriche, sans même se cacher. Ce n'est qu'une rumeur, mais Simon Wiesenthal décide d'aller vérifier par lui-même. Dès le lendemain,
il se rend au centre de l'Autriche, près d'Atmund. C'est la région où se trouve la ferme du suspect. Sur place, il mène l'enquête et réussit à obtenir un nom. Et on lui dit « Ah, dans la montagne !» C'est Franz Mürer, vous le connaissez? Wiesenthal répond « Non, je voulais juste savoir, comme ça. » Franz Mürer. C'est un nom qui parle à la mémoire de Simon Wiesenthal. Il s'agit du commandant du ghetto de Vilnius, en Lituanie, dès 1941. Pour le faire arrêter, il faut maintenant des témoignages. Wiesenthal passe alors des dizaines de coups de fil auprès de son réseau de rescapés des camps. Et il va découvrir toute l'ampleur de ces crimes. Il a contacté son réseau à Paris, à New York, en Amérique du Sud, au Canada, en Palestine, et il a reçu beaucoup de témoignages et d'informations sur les crimes de Mürer. En 3 mois, il parvient à recueillir 30 témoignages de rescapés, édifiants. Le 31 août, Mürer a ordonné de rassembler 10 000 juifs. Ils ont tous été emmenés à Ponary et exécutés. Il est également responsable de la mort de la chanteuse juive Luba Levika et de Spagel. Il les a arrêtés à l'entrée du ghetto, a trouvé 2 kilos de petits pois et un peu de beurre. Il les a envoyés en prison et a ordonné de les tuer. Ces témoignages sont transmis aux Alliés. 3 ans après la guerre, celui que l'on surnommait le boucher de Vilnius est enfin arrêté, jugé et condamné aux travaux forcés. Grâce à son acharnement, Wiesenthal réussit ainsi à faire arrêter d'autres anciens SS que ni la police ni la justice n'avaient inquiétés, comme un certain Hovanietz, le bourreau des Juifs de Lituanie, ou encore Karl Jörg Brandt, un des chefs de la police du ghetto de Varsovie. Des criminels qui se croyaient intouchables. L'ennui, c'est que ces arrestations ne font jamais la une des journaux. Le travail de Simon Wiesenthal se fait dans une quasi-indifférence. Alors il comprend très vite que s'il veut poursuivre son combat, il lui faut l'opinion publique à ses côtés. Tout l'enjeu, désormais pour lui, c'est de conquérir les médias. Il a très vite l'intuition que la seule façon de réussir, c'est de gagner l'opinion publique et le soutien de personnalités influentes. Et il a toujours été excellent, un maître même dans l'art des relations publiques. Pour ça, il a donc besoin de faire un coup. Mars 1961, dans les librairies sort un livre, « J'ai traqué Eichmann », signé par Simon Wiesenthal. Le titre est sans ambiguïté. La réalité est plus nuancée. Simon Wiesenthal a effectivement fourni quelques informations aux agents du Mossad, mais eux sont tenus au secret. Alors en signant ce livre au titre choc, il devient du jour au lendemain l'incarnation de la chasse aux nazis. Un héros aux yeux de toute la presse. Les médias du monde entier voulaient absolument pouvoir raconter l'histoire d'un chasseur de nazis. Ils avaient besoin d'un héros. Simon Wiesenthal s'engouffre dans la brèche. Il se rend en Israël et tient une conférence de presse. Des reportages lui sont consacrés dans le monde entier, en France, mais aussi en Grande-Bretagne. Son nom apparaît jusqu'aux États-Unis, où le New York Times lui consacre un long article, « Le détective aux 6 millions de clients ».
Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient traqué Eichmann, mais c'est Simon Wiesenthal qui est allé sur le devant de la scène et qui s'est attribué cette traque auprès de tout le monde. Il a ainsi créé son incroyable légende, celle de l'homme qui a trouvé Eichmann. Avec son sens de l'humour, son dévouement à cette cause, l'histoire de sa vie, voilà, ils le tiennent, leur héros. Et cette nouvelle notoriété, il compte bien l'utiliser pour débusquer des nazis encore mieux cachés, encore plus oubliés. D'anciens SS qui n'auraient jamais été inquiétés sans son acharnement. Nous sommes en janvier 1964 à Tel Aviv. Wiesenthal est assis à la terrasse d'un café quand 3 femmes se présentent à lui. Elles sont rescapées du camp de concentration de Majdanek, en Pologne. Et elles ont une information à lui donner. Vous êtes bien Simon Wiesenthal? Oui. Alors vous devez savoir que la garde la plus cruelle du camp de la mort de Majdanek n'a jamais été attrapée. Elle s'appelle Hermine Braunsteiner. Hermine Braunsteiner, ce nom ne lui dit rien. Alors Simon Wiesenthal demande des détails sur le camp et sur cette femme. Et voilà ce que lui racontent les rescapés sur leur calvaire. En Pologne, à Majdanek, dans ce gigantesque camp d'extermination, elles ont vu des milliers et des milliers de corps brûlés toutes les semaines dans les fours crématoires. Et dans cet enfer sur Terre, il fallait encore subir les humiliations des gardiennes SS. Mais l'une d'elles était particulièrement cruelle et sadique, Hermine Braunsteiner. Son plaisir, choisir au hasard des enfants et les emmener à la chambre à gaz. Les femmes supplient Wiesenthal de la retrouver. Pour Simon, c'est le cas parfait. L'occasion de prouver au monde que 20 ans après la fin de la guerre, des criminels nazis sont encore en cavale. Mais par où commencer? L'ancienne SS peut se terrer n'importe où dans le monde. Alors il active son réseau et réussit à obtenir 3 informations essentielles. Braunsteiner est encore en vie. Elle s'appelle désormais Madame Ryan. Elle vit à New York, dans le Queens. Wiesenthal comprend tout de suite que l'affaire condamnée va être extrêmement difficile. Braunsteiner est devenue citoyenne américaine et désormais, elle est donc protégée par les lois de son pays. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas poursuivre quelqu'un pour un crime qu'il a commis à l'extérieur des États-Unis si les victimes ne sont pas américaines. Alors le seul moyen, c'est de faire pression sur l'opinion publique, de créer un scandale qui pourrait faire plier les autorités. Mais pour ça, il faut à tout prix que les médias s'emparent de l'affaire. Pour lancer la traque, Wiesenthal décide d'utiliser l'un des journaux les plus connus au monde, le New York Times. C'est ce journal qui lui a consacré le fameux article du détective aux 6 millions de clients. Il contacte le New York Times et leur donne l'information. Le journal demande à l'un de ses journalistes d'aller la voir et de l'interviewer. Nous avons retrouvé ce journaliste. C'est l'ancien rédacteur en chef du New York Times, Joseph Lelyveld. À l'époque, il n'a que 27 ans et c'est un tout jeune reporter. J'ai tout de suite ouvert le bottin et j'ai noté l'adresse de tous les Ryan dans le quartier de Maspeth dans le Queens. J'avais quelque chose comme 20 adresses à aller voir. Un matin de juillet 1964, le reporter prend donc la direction du Queens et frappe aux portes.
Et au bout de quelques tentatives, il tombe sur une Madame Ryan au fort accent allemand. Et voici le visage qu'il découvre. Une femme d'une quarantaine d'années, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Elle était en train de faire le ménage. Il faisait chaud et elle portait un haut et un short assorti. Difficile de croire tout de même que cette ménagère ait été une criminelle de guerre. Mais le jeune journaliste se lance. Je viens vous parler du camp de Majdanek pendant la guerre. Et elle s'est mise à pleurer. Puis elle m'a tout de suite dit qu'elle ne savait vraiment pas ce qui s'était passé là-bas. Qu'elle avait passé la majeure partie de son temps à l'infirmerie, qu'elle était en mauvaise santé et qu'elle faisait juste son job. Mais l'ancienne SS se doute bien qu'un traqueur de nazis est sur sa piste et qu'il ne va plus la lâcher. Je pense qu'elle a tout de suite compris que chaque petit détail de son intimité allait voler en éclats, que sa petite vie bien rangée dans son salon propret allait être immédiatement mise en danger. Le lendemain, le New York Times publie une ancienne gardienne nazie devenue femme au foyer dans le Queens. À partir de ce jour-là, c'est l'emballement médiatique tant espéré par Wiesenthal. Les articles s'enchaînent aux États-Unis, mais aussi en Europe. Pour les Américains, c'est un choc. Sous la pression médiatique et de l'opinion publique, les autorités sont obligées de réagir. Difficile de garder un tel monstre sur le sol américain. Pour les autorités américaines, il y a un gros problème. Il y a cet article dans les journaux, et ça ne présage rien de bon. Les Américains protégeraient une éventuelle criminelle de guerre, et ils doivent trouver comment gérer cette situation. La seule solution, ce serait de lui retirer sa nationalité américaine. Alors la justice va aller rechercher un document que des milliers d'hommes et de femmes remplissent encore aujourd'hui quand ils posent le pied sur le sol américain. Un papier des services d'immigration, décliné dans toutes les langues. Un papier qui, à l'époque, demande aux nouveaux venus « Avez-vous, d'une manière ou d'une autre, participé aux actes de persécution commis par l'Allemagne nazie ou ses alliés entre 1933 et 1945 ?» Ce papier, Hermine Braunsteiner l'a rempli et signé, sauf qu'elle a menti. Elle a confirmé qu'elle n'avait jamais participé à des crimes nazis, donc c'était un mensonge. Or, aux États-Unis, mentir à une administration est considéré comme un crime. Les autorités vont exploiter cette faille contre l'ancienne SS. Après des années de procédure, Hermine Braunsteiner perd sa nationalité américaine. Elle est extradée vers l'Allemagne. Le 26 novembre 1975, plus de 10 ans après avoir été débusquée dans la banlieue de New York, celle qu'on surnomme la sadique de Majdanek comparaît devant un tribunal allemand. Elle sera condamnée à la prison à vie. Simon Wiesenthal a tenu sa promesse, cette promesse qu'il s'était faite à la libération des camps. Rendre justice aux 6 millions de morts de la Shoah. I hope I can correct a false picture about me. I am not a Jewish James Bond, and I am not a Don Quixote, and I am not between. I am only a survivor who pays with a dedicated work for the privilege to remain alive. Simon Wiesenthal meurt en 2005, à l'âge de 96 ans. Mais si les derniers nazis pensaient pouvoir baisser la garde, ils se sont trompés, car ses héritiers continuent la traque.
À Jérusalem, Ephraim Zourov constitue sans relâche des dizaines de dossiers. Il est le directeur du centre Simon Wiesenthal en Israël. Il a lancé l'opération Dernière Chance afin de récolter un maximum d'informations sur les derniers nazis encore en vie. D'anciens SS qui vivent encore tranquillement au Danemark, en Europe de l'Est, au Canada ou en Amérique du Sud. L'ennui, c'est que les États refusent souvent de coopérer. Leur argument, toujours le même, l'âge des suspects. S'il y a un tueur en série à Paris, à Toulouse, à Marseille ou Bordeaux, je peux vous assurer que la police fera tout pour le rechercher, pour le trouver et le traîner devant la justice. Pourquoi? Parce que c'est un serial killer, donc il risque de tuer à nouveau. Or, il faut protéger la société. En revanche, quelles sont les chances qu'un vieux nazi de 90 ans assassine encore? Zéro. Alors ils ont tous très bien compris quoi faire. M'ignorer. Malgré les réticences, le centre Simon Wiesenthal poursuit son action. En 2016, 2 anciens gardiens de camp comparaissent devant les tribunaux allemands. Et l'été précédent, c'est l'ancien comptable d'Auschwitz, Oskar Gröning, 94 ans, qui a été condamné à 4 ans de prison, reconnu coupable d'avoir participé à la mort de 300 000 personnes. D'après les fichiers légués par Simon Wiesenthal, 70 ans après la guerre, il resterait encore aujourd'hui dans le monde des dizaines de criminels nazis qui vivent en liberté et qui n'ont pas été jugés. Et aujourd'hui, 70 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le centre Simon Wiesenthal continue donc son combat. Et selon les dernières estimations, 21 criminels nazis seraient toujours aujourd'hui en liberté. Voilà pour ce document exceptionnel signé Juliette Desbois, Marine Suzoni et Caroline Nogueras. Avant de clore cette émission, je tenais à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont aidé à la préparer. Thierry Ornay, Aurore Belser, Laurent Huberson, mais aussi les équipes de Cheng Yu, Anne-Sophie Chaumier-Lecomte, François Bénichou et Laurent Armiley. Bonsoir.